Bonsoir. La querelle sur l'école prendra-t-elle la même ampleur qu'en 1984, mais à front renversé cette fois? Le Conseil constitutionnel vient en effet de prendre une décision importante à 3 jours de la manifestation prévue par la gauche contre la révision de la loi Fallou. Il censure en partie le texte voté par le Parlement. Il déclare contraire à la Constitution l'article 2 de la loi sur les conditions d'aide à l'enseignement privé des collectivités territoriales. C'est l'article essentiel. Comment réagira le gouvernement à cette décision applaudie par Michel Rocard? Nous écouterons en direct sur le plateau de France 2 le porte-parole du gouvernement et ministre du Budget. Bonsoir, Nicolas Sarkozy. Bonsoir. Mais avant les réactions et les commentaires, les faits, en d'autres termes, l'explication de la décision prise par le Conseil constitutionnel. Nathalie Saint-Cric. Anticonstitutionnelle, la révision de la loi Fallou. Les 9 sages en ont décidé ainsi au nom du droit et de la Constitution. L'article 2 de la loi est annulé, une censure sur le fond qui intervient après plusieurs semaines de polémique ayant opposé Édouard Balladur à François Mitterrand, les socialistes à l'actuelle majorité. C'est au nom de l'égalité entre enseignement public et privé que la loi a été partiellement censurée. L'article 2 incriminé prévoyait que les établissements d'enseignement privé sous contrat pouvaient recevoir une aide financière à l'investissement de la part des collectivités locales. Le Conseil a considéré qu'il n'y avait là aucune garantie du principe d'égalité entre les établissements. Tout d'abord, pas d'égalité entre public et privé. Les établissements privés pouvaient recevoir de l'argent avec un plafond élevé alors même qu'ils ne sont pas soumis aux mêmes obligations que les établissements publics, notamment en matière de carte scolaire. Rupture d'égalité aussi, dit le Conseil, entre les établissements privés. Tel établissement privé aurait pu recevoir 1 million de francs, un autre établissement privé voisin, lui, 0 francs, 0 centimes. Bref, une censure au nom du principe d'égalité entre établissements scolaires, censure certes partielle du texte, mais qui vide pour l'instant la révision de la loi Fallou de tout son contenu. Arlette Chabot, quelles peuvent être les conséquences de cette décision? Écoutez, d'abord, je crois que cette décision pourrait relancer la polémique sur le rôle du Conseil constitutionnel, qui était apparu un peu comme un arbitre dans ce conflit entre partisans du public et du privé. Le Conseil a été sollicité par les socialistes. Le président de la République, à plusieurs reprises, avait indiqué qu'il attendait lui-même sa décision. Certains iront même, peut-être d'ailleurs, jusqu'à évoquer l'influence de François Mitterrand. C'est en tout cas la deuxième fois que le Conseil constitutionnel renvoie une loi importante du gouvernement Balladur. La première, c'était la loi Pasqua sur l'immigration, en partie, et on se souvient du débat entre le Conseil constitutionnel et le gouvernement à ce propos. Deuxième conséquence, elle est évidente, cette décision va regonfler un peu plus la gauche, mobiliser les troupes laïques pour la manifestation de dimanche prochain. Et maintenant, troisième conséquence, c'est le choix du gouvernement. Édouard Balladur va maintenant devoir décider, ou bien il rédige une nouvelle loi qui tient compte des observations du Conseil constitutionnel, et il va subir la pression des enseignants et de la gauche pendant de longs mois. Mais évidemment, il donnera l'impression de ne pas céder à une partie de sa majorité notamment. Deuxième possibilité, le gouvernement renonce, considérant, comme le pense aussi une autre partie de sa majorité, qu'il ne faut pas s'entêter et qu'il faut mettre un terme à cette nouvelle guerre scolaire. Le choix, évidemment, est délicat. Le Premier ministre va de le faire rapidement en tout cas, peut-être très vite, et ça peut apparaître en tout cas cette affaire comme le premier faux pas justement du gouvernement. Eh bien, toutes ces questions seront posées dans un instant en direct à notre invité, le porte-parole du gouvernement Nicolas Sarkozy. Mais auparavant, je vous propose d'écouter la réaction de Michel Rocard, recueillie à l'instant par Roland Sicard. Le Conseil constitutionnel a annulé l'article 2 de la loi Balladur-Baillot. C'est pour les socialistes qui l'ont saisi une victoire importante. Cette annulation repose sur un motif que nous avions soulevé et que nous considérons essentiel. Le Conseil dit en effet que la loi ne peut pas permettre que l'enseignement privé soit placé dans une situation plus favorable que l'enseignement public. Nous n'en attendions pas moins. Le gouvernement a donc fait preuve d'incompétence sur le plan constitutionnel. Il a fait preuve d'irresponsabilité sur le plan politique. Il a fait preuve de partialité en faveur de l'enseignement privé. Nous respectons le privé, mais pour nous, c'est l'école publique d'abord. Et comme le gouvernement a dévoilé le fond de ses intentions, et que tout danger n'est pas écarté, le problème peut revenir devant le Parlement, j'appelle à nouveau tous les Français à manifester dimanche à Paris leur attachement à l'école publique, l'école de l'intégration, l'école de la République, l'école de tous. Réaction enregistrée il y a quelques minutes. Le premier secrétaire du Parti socialiste doit maintenant sans doute vous écouter. Vous êtes le porte-parole du gouvernement. Vous êtes aussi très proche d'Édouard Balladur. D'abord, votre réaction personnelle. Vous êtes déçu, irrité par la décision du Conseil constitutionnel?
Non, quand on est au gouvernement, on n'a pas à être irrité. On a décidé de la meilleure façon dans l'intérêt de la France. Permettez-moi juste un commentaire sur ce que vient de dire Michel Rocard. Voyez-vous, en l'écoutant, j'ai compris pourquoi les socialistes ont été si fortement sanctionnés. De quoi parle-t-on ce soir? Des conditions de formation des enfants, d'un débat aussi difficile, complexe et lourd pour l'avenir que la formation de nos enfants. Que dit Michel Rocard? Victoire des socialistes, il n'a que le mot socialisme à la bouche. Ça n'a rien à voir dans cette affaire. Il y a une décision du Conseil constitutionnel. Que vous respectez? Mais naturellement, je suis membre du gouvernement. Que cette décision prête à commentaire soit sujette à discussion dans la majorité par tel ou tel homme politique, c'est certain. C'était un engagement de l'opposition quand elle était opposition, qu'elle a voulu mettre en œuvre lorsqu'elle est devenue majorité. En tant que membre du gouvernement, je m'interdis de commentaires sur le Conseil constitutionnel. Alors donc pas de polémique avec le Conseil constitutionnel, mais là vous parlez au nom du gouvernement, au nom de Matignon. Qu'allez-vous faire? Représenter la loi? Alors, dans cette affaire d'abord, premièrement, le Conseil constitutionnel a validé la forme. Vous savez qu'il y a eu une grande polémique pour savoir est-ce que le gouvernement était passé en force ou pas. Ça a occupé très largement les antennes. On s'aperçoit que c'était un mauvais procès fait au gouvernement. Sur le fond, qu'est-ce qui est dit? Le Conseil constitutionnel censure l'article 2 de cette proposition de loi qui était devenue une loi au motif qu'il y a un risque de rupture d'égalité. En vérité, il dit certaines collectivités territoriales pourraient financer les travaux de sécurité d'établissements privés et pas d'autres. Autrement dit, si nous voulions représenter un texte et que celui-ci ne soit pas censuré par le Conseil constitutionnel, au regard de la décision de ce soir, cela voudrait dire que nous devrions prévoir dans la loi que les collectivités seraient obligées de financer. Or, nous avons voulu ouvrir une liberté et pas fermer une possibilité. Vous dites or, moi je vous dis donc. Je suis maire, je sais que les maires attendent autre chose de l'État qu'une nouvelle obligation. Alors, nous allons attendre les attendus, car nous n'avons que des dépêches, nous n'avons pas encore le texte. Nous allons l'étudier, prendre peut-être quelques jours pour regarder ça de près. Si on me demande un avis personnel, connaissant bien par ailleurs le Premier ministre, je crois qu'en l'état actuel des choses, il ne serait pas prudent de redéposer un texte, car ce texte devrait prévoir une obligation pour les collectivités d'avoir à financer et non pas une liberté. À vous entendre, je suppose aussi que c'est l'opinion du Premier ministre. Non, parce qu'il se trouve que j'étais en province, qu'il est en province lui-même, mais il me semble que dans cette affaire-là, les intentions du gouvernement, c'était ouvrir une liberté, que les collectivités puissent choisir de financer ou pas l'enseignement privé pour l'investissement. La décision du Conseil constitutionnel ferme la porte. Elle dit, vous pouvez le prévoir, mais à condition que ça soit une obligation pour que tout le monde soit traité pareil. Alors j'essaie de vous suivre et de bien comprendre. Pas de polémique avec le Conseil constitutionnel. Votre souhait, je comprends la probabilité, c'est que le texte n'est pas représenté. Alors deux questions très concrètes. Comment allez-vous faire pour aider les enseignements, les écoles privées, puisque c'était, je reprends le terme d'Édouard Balladur, une promesse à tenir? Alors vous avez parfaitement raison, parce qu'au-delà de la polémique, au-delà du juridique, au-delà des préoccupations partisanes des uns et des autres, il reste les problèmes. Le problème de l'école publique et le problème de l'école privée sous contrat. Alors, privé d'abord? Peut-être public, on va aller du plus simple au plus complexe. C'est intéressant. Non, c'est parce que les choses sont assez simples. Le Premier ministre avait pris un engagement, celui de mobiliser 500 millions de francs par an sur 5 ans, 2,5 milliards pour la sécurité des écoles publiques. Maintenu? Ce soir, je suis en mesure de vous préciser que le gouvernement tiendra ses engagements. Cet argent pour favoriser les travaux de sécurité dans les écoles publiques sera mobilisé dans les mêmes conditions. Pas de problème. Reste l'école privée. En quelques mots. Le Premier ministre demandera au ministre de l'Éducation nationale de faire un certain nombre de propositions dans les jours qui viennent pour voir comment le gouvernement peut aider l'école privée sous contrat à faire face aux dépenses nécessaires pour les travaux de sécurité qui ont été identifiés par la commission Vedel et qui seront précisés par la commission Schleret. Dernière question, Nicolas Sarkozy, au fond. Est-ce que la décision du Conseil constitutionnel ne vous arrange pas? Eh bien, dites-moi, si en début d'année vous souhaitez que ça au gouvernement, j'ai le sentiment que ça en réjouit quelques-uns, je ne suis pas sûr que ce soit nous. Non, je veux dire nous que faisons avec. La cohabitation est préservée et la grande querelle sur l'école qu'on voyait poindre, eh bien, elle est étouffée. Je dis franchement ce que je pense. Oui. Il y a quelque chose qui m'attriste. C'est que dans cette affaire-là, on est passé à côté du vrai débat. Le vrai débat n'est pas de ressusciter une guerre archaïque entre laïcs et partisans du privé. Le vrai débat, c'est comment former les enfants de France pour que demain ils aient un travail. Et cela,
était absent de beaucoup de préoccupations. Merci Nicolas Sarkozy pour ce premier commentaire. Vous l'avez entendu, les socialistes sont satisfaits, Michel Rocard l'a dit tout à l'heure, mais la manifestation de dimanche est maintenue. Il est vrai que la mobilisation semble être assez forte, y compris dans des régions où l'école privée tient une bonne place. C'est le cas de la Bretagne. Reportage de Jacques Deveau et de Roger Bendayan, mais avant la décision du Conseil constitutionnel. Les 3 institutrices de l'école publique de Loéac iront à la manifestation dimanche. Dans ce canton rural, au sud de Rennes, où 2 communes sur 3 n'ont pas d'école publique, pour elles, il s'agit surtout de réclamer des moyens plutôt que de réveiller la guerre scolaire. Nous voulons vivre, avoir une école publique dans chaque commune, mais pour autant, on laisse la liberté aux gens de choisir leur école. Loéac, bourgade rurale, possède 2 écoles, publiques et privées. Pour cette commune de 500 habitants, l'éducation est déjà un poste lourd. Or, la réforme de la loi Fallou donnerait aux communes la possibilité de financer également le privé. Nous avons eu la chance l'an dernier de bénéficier de la rénovation des 2 classes élémentaires. Bon, ça n'a pas été sans mal, mais grâce, disons, à la mobilisation de l'inspection départementale, des parents d'élèves, de la mairie, nous avons obtenu des travaux conséquents. Qu'en sera-t-il à l'avenir quand des petites communes comme la nôtre devront entretenir 2 écoles? Ça va poser de réels problèmes. Partout en Bretagne, la mobilisation est très forte. 4 trains spéciaux ont été affrétés, ainsi qu'une centaine de cars par département. 30 000 Bretons sont attendus à Paris. Je crois en effet que c'est la première fois que je vois une manifestation se préparer avec une telle ampleur, avec une telle rapidité et sans pratiquement aucun effort de mobilisation de notre part, sinon d'organiser justement ce qui est en train de se passer. C'est vraiment quelque chose effectivement d'exceptionnel. Dans une région où 4 enfants sur 10 sont scolarisés dans le privé, au-delà de la réforme de la loi Fallou, c'est davantage de moyens pour l'école publique que les Bretons réclameront dimanche. Le débat politique aujourd'hui porte sur un autre thème de société, signe des temps, sur une question à la fois médicale, morale et philosophique, la bioéthique, plus simplement la procréation artificielle. Et ce débat a repris aujourd'hui au Sénat. Bruno Roger-Petit, Gilles Dobler. De l'immaculée conception de l'année 0 à la procréation médicalement assistée des années 2000, il n'y a finalement pas si loin. Et voilà le Sénat saisi de la bioéthique. Procréation artificielle, don de sperme, d'ovocytes, devenir des embryons congelés, tout doit être réglé, encadré. C'est le souci du gouvernement, éviter les débordements. Que le silence de la loi deviendrait bientôt inacceptable face à la multiplication des cas de dérives manifestes qui interrogent notre conscience, même s'il est vrai que ces exemples sont presque toujours venus de l'étranger. Et pourtant, tout n'est pas si simple. Exemple, le cas des embryons congelés. D'où viennent-ils? Ça, on le sait. Qui sont-ils? Ça, on ne le sait pas très bien. Être humain ou ne pas être, telle est la question. Il y a cette possibilité, cette nécessité d'opter finalement entre 2 hypothèses. Et il y en a une qui pour moi est une certitude, l'embryon est un sujet de droit et en aucun cas ne peut être un objet. Mais avec cette théorie de l'embryon sujet de droit, donc doté d'un statut humain, trop humain, certains redoutent qu'on remette en cause la loi Veil sur l'interruption volontaire de grossesse, et ceux-là sont aux aguets. Le groupe communiste sera farouchement attentif au non-retour en arrière. Nous sommes là pour faire des pas en avant et non pas pour faire des retours en arrière. Ça me paraîtrait pas très clair et pas très honnête, à cause des données scientifiques que l'on a aujourd'hui, et que l'on sait ce que l'on sait aujourd'hui sur la procréation et son évolution. Il y a toujours une petite crainte, bien entendu, mais je crois que dans sa très grande majorité, le Sénat ne tombera pas dans ce piège. Au total, c'est une loi cadre plus qu'un arsenal détaillé et trop restrictif qui devrait voir le jour. Une question cependant ne sera pas tranchée, le mystère subsistera toujours quant au sexe des anges. Si ce débat s'impose aujourd'hui, c'est parce que la science progresse à grands pas. Vous le savez maintenant, futurs papas et mamans, il y a plusieurs façons de commander un bébé et c'est bien cela qui divise. Jean-Daniel Flessaquier. Il y a aujourd'hui 23 méthodes différentes pour faire un enfant, y compris la méthode naturelle et classique que nous ne rappellerons pas ici. Mais lorsque l'on a recours à la médecine, il y a certaines règles à respecter. En France, on insémine seulement un couple homme-femme ayant une vie conjugale stable. Pas question d'inséminer une femme seule, pas question non plus d'inséminer un couple de lesbiennes, alors que nos voisins belges acceptent d'inséminer les couples homosexuels féminins.
pas question non plus de faire un enfant de couleurs différentes de celles de ses parents. Et pour éviter les accidents, on a l'habitude d'indiquer par un petit trait de couleur sur les paillettes l'origine ethnique du donneur, comme ici au milieu par exemple. Ces sympathiques petits spermatozoïdes vont à la rencontre d'un ovule pour réaliser ce que l'on appelle une fécondation in vitro. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne féconde pas seulement un ovule, mais plus souvent 5 à 10 ovules. On se retrouve donc avec beaucoup d'embryons, on en réimplante quelques-uns chez la mère, les autres sont conservés au froid. Le problème, c'est qu'on risque de voir naître un par un des enfants qui seront des jumeaux, des triplés ou des quintuplés avec 5, 10 ou 15 ans d'écart. Et les médecins aimeraient bien savoir quelle est la limite de conservation pour ces embryons afin d'éviter des problèmes psychologiques certains. Mais nombre de craintes qui entourent la procréation médicalement assistée relèvent beaucoup plus du fantasme que du réel danger, car ces techniques ont un taux de réussite extrêmement faible et on imagine mal des couples normalement constitués en passer par là pour des raisons de confort, alors qu'avec la méthode naturelle et classique, les résultats sont meilleurs, les choses sont plus simples et il paraît de plus, selon les utilisateurs, que c'est beaucoup plus agréable. Seule la folie peut être à l'origine d'une telle horreur. Près de Paris, un jeune homme de 22 ans a tué en l'espace de 6 mois à peine 5 personnes âgées. Il a avoué, il n'éprouve aucun remords. Michel Fine, Claude Sicard. Lorsque la brigade criminelle est venue l'arrêter hier matin, Claude Lastenay a dit simplement « Je vois pourquoi vous êtes là, je vais vous expliquer ». Lorsque les policiers l'ont déféré ce soir au parquet de Créteil, il avait tout avoué depuis longtemps. Sa première victime, Claude Lastenay, l'a assassiné en août à quelques mètres de chez lui. Il avait repéré Marcel Cavillier, 87 ans, dans la rue, puis l'avait suivi afin de lui voler ses économies. Chez elle, il l'avait frappée avant de l'étrangler pour éviter qu'elle ne parle. Ce jour-là, expliquent les policiers, Claude Lastenay a découvert qu'il prenait un certain plaisir à tuer. Dans ce foyer de jeunes travailleurs à Chevilly-la-Rue où il était arrivé au printemps, tout le monde connaissait ce jeune homme de 22 ans assez renfermé. Il était plus le même, il parlait plus à personne, parce qu'avant il avait plein d'amis ici, puis au bout d'un moment il parlait plus à personne, il était chez lui, renfermé. On le voyait plus sortir, ou sinon on le voyait sortir, mais bon assez tard, il rentrait assez tard. Il vous parlait un petit peu de sa vie, de ce qu'il faisait en dehors du foyer? On parle pas ici de nos problèmes ici. On a déjà si on est là, déjà, c'est-à-dire c'est des gens qui ont déjà eu des problèmes, tout ça. Je sais qu'il avait des problèmes d'argent parce qu'il avait du mal à payer son loyer. Bon, je sais pas qu'est-ce qu'il a. Voilà. Bon, il a déconné à fond parce que là, pour faire ça, c'est un gars qui est bizarre, c'est tout. Il est bizarre quand même. En 6 mois, Claude Lastenay a assassiné 5 vieilles dames. Une seule a pu en réchapper. Rosalie Gjachka, 83 ans, a permis aux policiers de dresser un portrait robot de son agresseur. Si un témoignage anonyme n'avait permis il y a 2 jours de l'identifier, Claude Lastenay, disent les enquêteurs, aurait continué à tuer. Pour 100 balles, t'as plus rien. À partir de mardi prochain, les pompistes refuseront d'être payés avec la carte bleue si le montant du plein est inférieur à 200 francs. Éric Monnier, Maryse Richard. C'est le grand blues du petit pompiste. Étouffés par la concurrence des grandes surfaces et par la faiblesse de leurs marges, les gérants de stations-service se mobilisent. Dès mardi prochain, la majorité d'entre eux refusera tout paiement par carte bancaire d'un montant inférieur à 200 francs, une somme en dessous de laquelle ils ont bien du mal à gagner de l'argent. On ira jusqu'à ce que la loi nous empêcherait, entre guillemets, de faire, c'est-à-dire de refuser le règlement carte bleue. Il est temps, enfin, que les banques fassent payer ou les pétroliers, ou alors les consommateurs. Et pas vous. Mais pas nous. Nous, on peut plus. Moins de 4% de la facture, voilà ce qu'empoche un pompiste lorsque vous faites le plein. Les banques, elles, prélèvent une commission qui varie suivant les établissements, mais qui tourne autour de 1%. C'est beaucoup trop, selon les pompistes, qui rappellent que 13 000 stations-service ont tout simplement dû fermer depuis 1985. La raison, pour eux, il y a la concurrence des grandes surfaces, il y a aussi des frais exorbitants. C'est vraiment grave ce qui se passe en ce moment. C'est très grave, parce qu'il y a eu énormément de faillites. Et ça va continuer, vous savez. Là, on a les charges sociales à payer dans quelques jours, je ne sais même pas comment on va faire, c'est dramatique. De moins en moins de stations-service en France, et la tendance ne devrait pas s'inverser. Si l'évolution suit celle de nos voisins, allemands ou anglais, beaucoup devraient encore disparaître. Bonne nouvelle pour ceux qui ne supportent plus de voir autant d'eau, elle se retire progressivement aussi bien en Camargue que dans le Vaucluse. Dans ce département, la dernière brèche a été colmatée. Patrice Velay, Bernard Conor. Ici, la digue a tenu vendredi dernier.
Ici, la digue a craqué. 80 mètres de brèche, une ouverture sur la plaine pour les eaux du Rhône. Mais c'est fini. 2 jours de travaux, des pelles hydrauliques ont coupé la route du fleuve. Ce bâtard d'eau protège maintenant les terres cultivables, un rempart provisoire avant les travaux sur la digue elle-même. Dans les jours à venir, donc, le bâtard d'eau provisoire va être renforcé pour qu'il soit bien stable. Et ensuite, on va procéder directement à la reconstitution de la digue par déversement de matériaux dans la brèche, du matériau tout venant du gravier. Tournée d'inspection des maires du canton. Pour eux, colmater la brèche devenait une urgence. Mais il a fallu attendre la baisse des eaux. Ici, les hélicoptères ne pouvaient intervenir. Au final, une belle économie, 100 000 francs seulement de travaux engagés. L'avantage que nous avons sur la Camargue, c'est que ça coûtera beaucoup moins cher. Alors j'ose espérer que les pouvoirs publics, en compensation, nous aideront à rétablir nos digues par rapport à l'économie qui aura été faite et qui aura permis, disons, de faire un travail aussi rapide et aussi efficace et à un coût beaucoup moindre. Il faut maintenant réparer définitivement la digue de Balincourt. Coût estimé par les spécialistes, 2 millions de francs. Le préfet a déjà été sollicité. L'année 94 pourrait être l'année de toutes les surprises. Et si Jacques Chirac conduisait la liste unique de la majorité aux élections européennes, l'idée fleurit tout à coup en plein hiver. Idée lancée par les proches du président du RPR. Par exemple, Jean-Louis Debré, le secrétaire général adjoint du parti. Qu'en pense l'UDF? L'enquête de Véronique Saint-Olive et Philippe Jasselin. En s'envolant hier pour la Corrèze, Jean-Louis Debré savait bien que cela ne serait pas facile. Le secrétaire général adjoint du RPR venait d'obtenir le feu vert de Chirac pour reprendre l'initiative sur les européennes. Dans l'après-midi, quelques députés RPR ouvraient le feu et le soir, à Brive, Debré lançait son pavé dans la mare. Oui, les élections européennes sont un moment essentiel et pour bien être clair sur notre position, nous souhaitons 1. La liste unique, 2. Que le RPR soit tête de liste et 3. Que la suggestion qui a été faite par un certain nombre de députés que Jacques Chirac prenne cette tête de liste soit examinée par lui avec toute l'attention qu'elle mérite. Un ballon d'essai qui sème le trouble, au moment où le RPR et l'UDF négocient, qu'Édouard Balladur interdit à ses ministres de s'en mêler et que Giscard renonce. Pas de candidats qui sont candidats sur la liste et une fois élus démissionnent aussitôt pour laisser la place à quelqu'un d'autre. Nous voulons que des candidats siègent. L'UDF a des candidats, l'UDF a organisé sa propre réflexion sur ces sujets, donc nous sommes ouverts, mais pour le moment nous sommes dans une négociation et nous voulons aboutir. Donc nous n'avons de veto à prononcer contre personne. Ainsi, l'UDF attend pour voir. Le vrai débat se situe bien au sein du RPR. Jacques Chirac est-il prêt à faire des européennes le prélude à la campagne présidentielle? Édouard Balladur en acceptera-t-il le risque? Le feuilleton reste à écrire. Jacques Chirac n'est pas en mesure de réagir à la sollicitation de ses amis. Il est aujourd'hui loin, très loin, au Vietnam. Dévaluation du franc CFA, c'est bien pour les exportations des pays africains, moins bien pour leurs importations. Nous le disions hier. Et déjà, les consommateurs réagissent vivement en Côte d'Ivoire. Ils ne veulent pas voir les prix flamber. Olivier Lerner. Avec cette grosse dévaluation, ce qui devait arriver est arrivé. C'est parfois la bagarre dans les grands magasins, la razzia sur certains produits, le prix du riz, des sardines, du poulet explose et il n'y a déjà plus de lait ni d'eau minérale à Abidjan. On est désolé parce que nous n'avons pas encore eu d'augmentation des salaires et on augmente toutes les choses à 100%. Et comment nous allons devenir? Vraiment, on essaie où mettre la tête, franchement. Ça ne veut pas de choses de nos autorités, ça vient de loin. Je ne sais pas ce qu'on va faire, ça sera difficile, quoi. On va faire avec. Depuis 2 jours, nous ne sommes pas livrés. J'ai eu un des fournisseurs ce matin qui a un encours de 5 milliards. Et ces 5 milliards deviennent 10 milliards. Il demande qui va payer la différence s'il bloque les prix. Donc vous avez de sérieux problèmes. Vous êtes inquiète? Oui, nous sommes inquiets. Parce que moi, ce matin, il m'a répondu, si personne ne nous paye les 5 milliards, on ferme et vous fermez votre officine. Côte d'Ivoire, Sénégal, même angoisse. Ça va peser lourd sur notre économie, sur l'économie des pays sous-développés et surtout sur les pays membres de la zone franc. Alors, pour calmer les esprits, la plupart des 14 pays africains de la zone franc ont ordonné un blocage des prix et un contrôle sévère. Cela n'empêche pas pour l'instant une super valse des étiquettes. La grâce sur glace, la violence en coulisses, le monde du patinage artistique ne serait pas aussi innocent qu'on le croit. L'entourage de la championne des États-Unis Tanya Harding est soupçonné d'être à l'origine de l'agression contre Nancy Kerrigan, qui aurait eu toutes les chances d'emporter le titre.
si elle n'avait pas été agressée. Christophe Duchiron. Ça commence comme dans les meilleurs feuilletons américains. Une belle brune, Nancy Kerrigan, et sa rivale, une belle blonde, Tanya Harding. Premier épisode la semaine dernière, le drame. La belle Nancy en larmes, un inconnu vient de la frapper avec une matraque la veille de la compétition. Blessée à la jambe, elle déclare forfait. Tanya Harding est championne des États-Unis. Deuxième épisode, le FBI mène l'enquête au domicile des Kerrigan, et hier c'est le rebondissement. Ce monsieur à moustache entre en scène, il est détective privé et il sait bien des choses qu'il a apprises de la bouche d'un pasteur, oui, d'un pasteur. Ce pasteur est tombé sur une bande magnétique sortie de nulle part. Sur la bande magnétique, 3 hommes préparent une agression contre Nancy Kerrigan. Il y aurait le mari de Tanya Harding, son garde du corps et un 3e comparse, l'agresseur. Alors si on a bien tout compris, l'entourage de Tanya Harding a voulu éliminer une rivale dangereuse. La belle Tanya ne veut pas y croire. Pourquoi est-ce que quelqu'un cherche à me discréditer? Je me suis défoncée pour gagner. Si quelqu'un voulait battre Nancy, c'était moi. Aux dernières nouvelles, le garde du corps aurait avoué. Le FBI recherche toujours l'agresseur, Nancy Kerrigan va bien, le pasteur et le détective privé aussi. La suite dans le prochain épisode. En Allemagne, un footballeur de Hambourg a été agressé de la même manière que Monica Seles. Il a été poignardé par une jeune femme et a été hospitalisé. Espérons qu'aucun drame ne se produira demain au Parc des Princes à l'occasion du match le plus spectaculaire de l'année, PSG-OM. Les dirigeants de la Ligue, du Parc et du PSG ont pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité. Laurent-Frédéric Bollet, François Granier. Surveillance vidéo dans le PC sécurité du Parc des Princes, un endroit à découvert mais secret, élément nécessaire mais pas suffisant, qui fera demain soir du parc l'endroit le plus surveillé de France. 48 000 spectateurs assisteront au match, 1100 policiers seront présents, un dispositif exceptionnel. À l'extérieur comme à l'intérieur, aux alentours comme aux portes de Paris, surveillance maximale pour un match à propos duquel l'on voudrait ne pas s'inquiéter. Le souci, c'est d'éviter les incidents. J'espère qu'il n'y en aura pas, mais personne n'a la certitude d'éviter la totalité d'incidents. Mais je crois que les gens qui aiment le foot, mais ils sont quand même nombreux, aussi bien à Paris qu'à Marseille, sont sages. Ils n'ont pas envie de prendre des risques inutiles pour un match de football. Le vrai danger réside cependant dans la venue de 1000 Marseillais possesseurs d'un billet. Le PSG n'en voulait pas, résultat ils seront disséminés dans le parc, ce qui est anti-sécurité. La police redoute cette conséquence et prévient en tout cas ceux qui n'auront pas de billets. Je déconseille fortement aux jeunes gens qui ne seraient pas en possession de billets et je les défie d'approcher du site, même dans les lointains. Alors c'est à leur risque et péril. Il est ridicule de focaliser sur un match comme ça alors qu'il y en aura tellement d'autres par la suite et qu'un jeune qui se verrait appliquer la loi Lio-Marie, eh bien, serait certain de ne pas voir. La loi Lio-Marie sera en effet appliquée pour la première fois. Elle signifie la comparution immédiate et des peines d'emprisonnement pour les fauteurs de troubles. Les matchs PSG-OM n'en ont hélas jamais manqué par le passé. A priori, tout est donc prévu, sauf le verdict du terrain, une défaite du PSG qui pourrait mettre le feu aux poudres. Ouvrons les yeux, grâce à Hubble aujourd'hui réparé, et scrutons le ciel. C'est magnifique, Patrick Esther. Splendide, absolument splendide. Les premières images fournies après la réparation acrobatique du télescope spatial feront vite taire les mauvaises plaisanteries concernant la myopie de l'engin optique, le plus cher du monde. Maintenant, vous êtes à 10 millions d'années-lumière de la Terre. Jamais avant vous ce soir, un homme n'avait vu avec autant de précision cette lointaine galaxie. Des milliards d'étoiles observées avec leur véritable couleur. Gros plan sur la naissance de jeunes étoiles bleues. Chacune d'entre elles se détache avec une précision hallucinante. Et la NASA peut exhiber avec le sourire les photos avant et après, exactement comme pour une publicité vantant une cure d'amaigrissement. Une explosion d'étoiles photographiée avant les lunettes et après. Cette fois, on voit clairement l'anneau de gaz éjecté par l'astre qui meurt. Aujourd'hui, le télescope de Hubble supplante largement tous les télescopes du monde basés à Terre. Pour vous en convaincre, voici la meilleure image de la galaxie M100 photographiée depuis le sol. Admirez la vue obtenue depuis l'espace. Une complète révolution pour l'astronomie moderne. Il y aura avant Hubble et après Hubble. Ici, les spécialistes peuvent enfin observer au centre de cette galaxie un trou noir gros comme 1 milliard de fois notre Soleil, bouleversant.
Du grand bleu au grand bleu, les enfants mais aussi les grands, regardez, envoyé spécial ce soir, vous allez plonger une nouvelle fois avec l'homme poisson, le vrai. Jacques Mayol a une telle affection pour ses amis les dauphins qu'il a voulu rendre la liberté à 2 d'entre eux en semi-captivité. Et qu'ont-ils fait? Ils sont revenus. Chaque matin, un même rituel occupe Jacques. Il pratique le pranayama, une technique de respiration orientale. Pranayama signifie harmonie avec le cosmos. Jacques le dauphin, comme l'appellent ses amis, revit alors toutes ses apnées antérieures. Celle de l'adolescence à Sanary, où son père lui fabriquait un masque dans une chambre à air. Celle qui, aux îles Caïcos, avait fait de lui le meilleur pêcheur de langoustes du monde, avec 300 pièces pêchées à l'heure. Dans la mer, tout redevient facile pour lui qui, parfois, trouve le temps long sur terre. Et sur Terre, ça tangue davantage. Je vous rappelle la principale information du soir. Le Conseil constitutionnel a censuré la loi votée par le Parlement sur l'aide à l'enseignement privé par les collectivités territoriales, loi voulue par Édouard Balladur et le gouvernement, motif invoqué par le Conseil constitutionnel, risque de rupture d'égalité entre d'une part l'enseignement public et l'enseignement privé, mais également entre les établissements privés eux-mêmes. Réaction en direct sur le plateau de France 2 du porte-parole du gouvernement et ministre du Budget, Nicolas Sarkozy. Il nous a précisé que le gouvernement ne représentera pas la loi sur l'enseignement privé. Il maintient en outre l'aide promise à l'enseignement public et va maintenant étudier les principes d'une aide à l'établissement privé. C'était une promesse à tenir, avait dit Édouard Balladur. Pas de polémique donc entre le gouvernement et le Conseil constitutionnel. Les socialistes sont eux-mêmes satisfaits, Michel Rocard l'a dit dans ce journal de France 2, mais le principe de la manifestation est prévu pour dimanche, il est donc fixé pour dimanche, il y aura donc une manifestation, mais nous retenons l'essentiel de la déclaration de Nicolas Sarkozy ce soir. La cohabitation est, semble-t-il, préservée et le gouvernement veut maintenant éviter une guerre scolaire. Dans quelques instants, la météo avec Laurent Romeshko, 20h50 envoyé spécial, avant le cercle de minuit, le dernier journal de Florence Duprat, et demain matin à 7h50, Gérard Leclerc recevra aux 4 vérités le père Max Cloupet, le secrétaire général de l'enseignement catholique. Donc si vous voulez avoir une réaction des établissements privés, demain matin 7h50. Bonne soirée sur France 2, à demain 20h. Bonsoir.